Ravie de vous accueillir ce soir donc, pour cette table ronde Schema Alumni. Donc Audrey Touillon, je suis coordinatrice du réseau Schema Alumni, basé ici sur le campus de Lille. Allez-y, entrez, bienvenue. Donc ravie de vous accueillir pour cette table ronde. J'ai eu l'occasion de pouvoir accueillir certains d'entre vous en mars dernier pour une autre table ronde sur un sujet aussi intéressant et différent qui était guerre des talents et rétention, donc un autre sujet qui avait été animé aussi par Laurent Noca. Et on vous proposera encore d'autres tables rondes et d'autres sujets d'intérêt au cours de l'année. Je vais faire très court puisqu'on a des débats et du contenu riche à partager ce soir sur ce thème intéressant. En tout cas, vous avez manifesté un intérêt en étant présent ce soir et je vous en remercie. Merci à Fabien Sérédarian qui va prendre la parole juste après pour le keynote introductif. Cette table ronde va être donc animée par Laurent Noca de Top Management, que je remercie. Et puis un grand merci à notre panel d'intervenants qui a pris le temps et qui a manifesté son intérêt pour être présent ce soir et partager son expérience, expertise sur ce sujet d'intérêt. Donc merci Julien, Kate, Johannes et Sylvie qui se présenteront juste après. Sans plus attendre, je laisse la parole à Fabien. Merci Audrey, bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Est-ce que je peux récupérer la petite zapette? Alors, démarrons sans plus tarder. On va évoquer ce soir un sujet d'importance, donc issu d'une réflexion, et vous avez pu avoir l'opportunité en fait de vous saisir du document qui est présent ce soir, donc sur la question du management et sur le fait que c'est un art majeur pour ce siècle et cet environnement chaotique. Donc j'espère que la présentation vous sera convaincante pour répondre à ce challenge. Alors je vais juste me permettre de mettre mon petit chrono, histoire de tenir à peu près le timing, et démarrons. Alors, ce que je vous propose, c'est l'agenda suivant. C'est déjà finalement de partager ensemble le contexte avec deux dimensions qui me paraissent clés aujourd'hui, qui sont la dynamique de l'environnement et l'évolution des organisations. Ensuite, ce travail qui a été mené à partir d'entretiens qualifiés donc auprès de managers, de dirigeants, nous a permis finalement de faire émerger trois grands sujets qui vont venir finalement alimenter le débat par la suite, je l'espère. Donc le premier message, c'est le manager à l'épreuve de la transformation. Comment fait-on pour gérer les exigences du quotidien, les urgences, et en même temps se projeter, être capable de décrire, de décrypter finalement l'environnement dans lequel on peut les uns les autres évoluer, que ce soit la situation internationale, des contingences sectorielles ou autres. Deuxième message, c'est de voir aujourd'hui quelles sont les nouvelles figures du manager. Qu'est-ce qu'un manager aujourd'hui? Il y a des typologies historiquement nombreuses. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui comme étant des évolutions dans cette typologie? Et un élément majeur de discussion sera le troisième message sur est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de parler de fonction managériale? C'est-à-dire que finalement, pourquoi le management est un art majeur? C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend je dirais, par l'expérience, ça serait finalement une fonction, comme on a la fonction comptable, la fonction finance, la fonction marketing, puisque gouverner les hommes, piloter une entreprise, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et donc, on verra quels pourraient être les contours de cette fonction managériale. Alors, je démarre, et pour apprendre ce premier message sur le contexte, alors le titre peut être un peu étonnant. Le manager, en fait, est-il liquide? C'est une référence, en fait, à un auteur qui parle de société liquide. Et la société liquide, finalement, c'est cette société qui nous échappe. Donc, cette notion de liquidité, on va dire. Et finalement, comment fait-on pour vivre dans ce chaos? Alors, pour être plus précis, il y a un élément intéressant, caractéristique de l'environnement, qui est ce qu'on appelle l'effet reine rouge. Donc l'effet reine rouge, c'est le message suivant. C'est que finalement aujourd'hui, comme pour une abeille, il faut battre des ailes toujours plus vite pour rester à la même place. Et donc on vit un peu tout ça, cette dimension, ce sentiment d'accélération qui fait que pour pouvoir finalement rester compétitif, pour rester dans le coup, même d'une certaine façon, il faut faire toujours plus. Bon. Au-delà de ça, on a, et vous êtes peut-être familier de cet acronyme, un environnement qui est, au-delà de cette vélocité qui est nécessaire, accompagné aussi par les outils technologiques,
on a à faire face en fait à ce monde VUCA. Alors, qu'est-ce que veut dire ce monde VUCA? C'est qu'il y a 4 dimensions qui ne sont pas forcément uniques d'ailleurs, mais qui décrivent assez bien ce qu'on peut vivre aujourd'hui. D'une part, on est dans un monde qui est volatile. Volatile, ça veut dire que les tendances ne sont plus tellement fiables. Ce qui est vrai aujourd'hui ne va pas l'être demain. Un client va décider en fait de faire évoluer ses approvisionnements, de faire évoluer un certain nombre de choses, et ce qui fait que c'est difficile de se projeter, je dirais, d'une année sur l'autre. Donc ça crée, on va dire, du stress, de la tension et une forme de dictat du court terme. Au-delà de ça, on a un autre phénomène qui est l'incertitude. Toutes les guerres qui, finalement, le Covid également, viennent illustrer en fait cette incertitude. C'est-à-dire, contrairement à du risque, l'incertitude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas probabiliser. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément imaginer. Et donc, force est de constater qu'à l'échelle peut-être de l'organisation et dans un contexte international, tout ça vient perturber les plans qu'on pourrait avoir les uns et les autres pour cheminer de manière, on va dire, vertueuse. Il y a une autre dimension qui est perturbante, c'est la notion de complexité qui s'oppose au fait que c'est compliqué. Alors, peut-être juste un tout petit exemple pour ne pas être trop long. Construire ou monter un Airbus, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, on a des centaines de milliers de pièces et que si on prend la notice, moi j'aime beaucoup faire des Lego avec mon fils, donc on a une cinquantaine de pages, déjà c'est assez long, mais si on devait faire la même chose avec un Airbus, on prend un certain temps. Donc c'est compliqué parce qu'il faut suivre pas à pas les étapes si on va arriver à avoir quelque chose qui fonctionne. Complexe, c'est différent. Complexe, c'est quand vous faites cuire des pâtes, une fois que vous avez égoutté vos pâtes, vous versez votre casserole dans l'assiette. Si vous remettez les pâtes dans la casserole et que vous reversez la casserole dans l'assiette, les pâtes ne vont pas se mettre au même endroit. Okay. Donc le fait que c'est complexe, c'est qu'une situation ne se rejoue jamais 2 fois de la même façon. Et donc, dans l'entreprise, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça exige en fait un effort d'apprentissage très important et une capacité à être assez agile pour s'affranchir de la répétition. Et enfin, l'ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, c'est très, comment dire, perturbant également parce que ça veut dire qu'on ne s'entend pas sur ce qu'on voit et sur la réalité. Donc, on pense finalement déceler certains signaux dans l'environnement et puis en fait, on n'a pas le même avis. Alors, comment prendre des décisions quand on ne voit pas la même chose ? Que tout s'échappe. Donc tout ça nous met dans une situation où si on se replace dans la posture du manager, quand on fait face à ce genre de situation où on a de la volatilité, de l'incertitude, de la complexité, de l'ambiguïté, le monde allant de plus en plus vite, ce n'est pas toujours aisé en fait d'être capable de diriger des équipes et de prendre des décisions. Pour terminer sur cette mise en contexte-là, il y a un auteur qui s'appelle Hartmut Rosa qui a construit son œuvre que je trouve très pertinente justement sur cette notion de modernité tardive ou liquide, c'est-à-dire finalement on est un peu dans une logique de fin de règne pour le dire de manière un peu crue, et son œuvre en fait est basée sur la notion d'accélération qui est pour lui un marqueur important de nos sociétés modernes. Et pour lui il y a 3 dimensions. Il y a certes l'accélération, on va dire, dans le monde économique qu'on connaît les uns et les autres, et on a des outils technologiques qui nous aident. Mais pour lui, il y a autre chose qui se joue. On a une accélération aussi du changement social, c'est-à-dire que les sociétés évoluent de plus en plus vite, qui posent des questions de compréhension entre les générations, entre les cultures. Et à l'échelle d'une vie, en fait, tout ça est assez nouveau. Et donc, c'est assez déstabilisant en tant qu'individu de plus se reconnaître dans la société dans laquelle on se trouve. Et la dernière dimension, elle est aussi plus personnelle, c'est que finalement, on peut avoir chacun dans une vie plusieurs vies. On va pas habiter là où on est né, on va voyager beaucoup, on va peut-être avoir des évolutions professionnelles, de carrière, d'identité professionnelle, sur le plan personnel également. Donc, on a la capacité à vivre plusieurs vies dans une vie. Donc ça, c'est un élément majeur qui traduit ce phénomène d'accélération et qui dépasse de loin la vie économique. Mais comme on est aussi des citoyens, etc., tout ça a un impact sur notre vivre ensemble et sur ce qu'on exige de l'entreprise. Alors, 3 questions importantes, c'est de fait pour le manager, comment manager dans un environnement devenu chaotique? On n'a plus de certitude. Comment faire les bons choix? Comment guider les équipes? Ça devient plus délicat. Comment aussi manager, et on n'a pas le temps d'évoquer ça, mais dans un contexte de dynamique organisationnelle impliquant souvent de fréquentes réorganisations. Vous vivez tous certainement dans une organisation qui se réorganise en permanence. Alors, pour des motifs externes, on rachète des concurrents, on introduit de nouveaux produits, on se développe à l'international. Donc l'organisation, elle est sans arrêt en train de se repenser, de se reconfigurer.
Et de fait, ce n'est pas si simple de pouvoir se mouvoir dans de telles organisations, alors qu'avant, on pensait pouvoir se poser dans une structure et pouvoir l'utiliser comme étant une ressource. Et en fait, elle s'échappe. Et de fait, la question qui se pose pour le manager, c'est comment faire carrière aussi dans un contexte de spécialisation accrue des compétences. Est-ce qu'il y a encore un avenir à être un manager généraliste face à tout ça? Voilà. Est-ce qu'on ne devient pas une commodité dans cet environnement-là? Voilà. Donc, c'est des questions assez difficiles. Alors, je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais en tout cas, je pense qu'elles sont suffisamment importantes pour considérer que le management devient un art majeur. Juste avant d'avancer sur les 3 messages et de ne pas être trop long, pourquoi de fait le management est un art majeur? C'est que dès lors qu'on ne peut plus compter sur un environnement stable qui nous guide, dès lors que notre organisation s'échappe et se repense en permanence, c'est la qualité des relations que vous allez entretenir avec vos équipes en interne, mais aussi avec vos partenaires en externe qui devient clé. Quand tout s'écroule autour de vous, c'est la qualité du lien qui devient important. Et ça, peut-être, on a encore la main là-dessus d'une certaine façon pour devenir résilient, être capable de faire face à ces enjeux de réorganisation et au chaos, à l'incertitude, au Covid ou que sais-je, pour que les organisations puissent tenir. Mais c'est grâce à ce lien, puisque le reste nous échappe. Alors, si j'en viens en fait aux différents messages, qu'est-ce qui ressort en fait de ces différents échanges qu'on a pu mener il y a quelques mois? Le manager à l'épreuve de la transformation. Ben, c'est tout à fait en lien avec cette notion d'accélération. C'est qu'aujourd'hui, on est dans des organisations qui, de fait, deviennent ambidextres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est aujourd'hui amené en fait, à améliorer les conditions d'exploitation. Les exigences sont accrues. Côté client, l'importance de la performance reste très forte. Donc, l'exigence du quotidien, elle est là. Et de fait, comme l'environnement évolue ou que l'entreprise se repense, se reconfigure, il faut aussi penser demain. Donc l'entreprise et l'organisation ambidex, c'est à la fois comment je concilie des exigences en termes d'exploitation et comment je fais en sorte d'être capable d'explorer pour préparer demain. Et moi, en tant que manager, comment je fais dans cette dualité? Je dois être comptable de l'exploitation, répondre à mes objectifs, et en même temps, je dois imaginer ce que sera mon organisation, ma fonction, mon business demain. Voilà. Et donc, c'est finalement la question de la transformation qui se pose pour le manager. Et donc, de fait, on n'est plus forcément sur un management classique, hiérarchique, mais ça introduit de la transversalité et pas mal d'autres problématiques. Donc, l'ambidextrie, elle peut être contextuelle. On peut être dans une ligne hiérarchique et en même temps être amené à piloter, être partie prenante de projets. Elle peut être structurelle. On va avoir des équipes qui pensent l'exploitation, qui sont incentivées sur des objectifs et d'autres qui vont être dans l'innovation, la créativité ou de réseau en fonction des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc là, on a une source de complexité qui est forte. Donc, ce qui nous amène à poser que finalement, aujourd'hui, on va distinguer j'ai envie de dire, le changement et la complexité. Donc, le changement, c'est un peu notre quotidien puisque le monde s'accélère. Donc, c'est dans l'exploitation, on va introduire des innovations en conception réglée pour améliorer la qualité de nos produits avec des exigences et des cahiers des charges assez précis. Et en même temps, il va falloir être dans cette dynamique d'exploration et de gérer la complexité et tout ce monde VUCA. Et donc, de fait, on va développer des qualités de leader d'une certaine façon. Donc, on retrouve sur le plan personnel deux postures différentes pour finalement appréhender cette ambidextrie. Quelques paroles d'experts. Donc, parmi les gens qu'on a pu interroger, c'est sorti quelque part de manière avec les tripes, j'ai envie de dire. On a pu échanger avec Arnaud Quintin, qui est le patron de l'organisation du groupe Renault. Et je ne sais pas si vous êtes au fait que Renault a connu un reset stratégique important avec l'arrivée de Luca Di Meo pour, comme vous le voyez sur le slide, avoir un plan en 3 temps, résurrection, rénovation et révolution. Et donc pour lui, finalement, le management est majeur et illustre ce que j'évoquais il y a un instant sur le fait que quand tout bouge, il faut que la qualité des liens entre les acteurs devient l'élément majeur pour pouvoir conduire ce type de transformation. Et évidemment, la question qui se pose derrière, c'est dans ce schéma-là, dans ce contexte-là, c'est la santé mentale des collaborateurs, au-delà, on va dire, d'une forme de bien-être ou de conditions de travail qui devient majeure parce qu'on se retrouve pris dans des réseaux différents, dans des exigences différentes, qu'elles soient temporelles, qu'elles soient en termes de compétences, de projets. Donc toutes ces exigences, en étant à la fois dans l'exploitation et dans l'exploration, peut être assez difficile et créer une forme de presque de schizophrénie. Je dois être dans le quotidien et je dois penser demain et tout ça en même temps. Comment je fais ?
Si j'en viens en fait au deuxième message sur les nouvelles figures du manager. Alors, les typologies sont quelque part innombrables, mais ce qui ressort en fait, c'est deux choses. D'une part, il y a cette notion de manager participatif. En fait, on ne prend plus de décisions tout seul. Donc, on échange avec les équipes, dans l'organisation, avec des tiers, des médiateurs finalement, des parties prenantes. Ça, c'est une dimension assez forte. Et puis, il y a cette notion de manager innovateur, coach de l'innovation, qui redonne finalement une forme de légitimité au manager de penser demain et d'être réflexif, d'être un peu plus stratège. Bon, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ce qui est important, en fait, c'est peut-être un sujet qu'on pourra mettre en question, c'est cette notion de méta-management. C'est qu'aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'on a un style de management, on doit choisir dans la typologie, et peut-être les entreprises peuvent aussi catégoriser les gens. Je sais que pour avoir échangé avec Natixis aussi, ils ont cherché à créer une typologie, ce qui est plutôt bien, de manager. Est-ce que vous êtes plutôt le manager expert, le manager qui va être plutôt développeur, le manager qui va être plutôt avec une posture plutôt RH? Et finalement, quand on a réfléchi à tout ça, et notamment avec Jean-Mathieu, on s'est dit, ce qui apparaît, c'est la figure du méta-manager. Si on veut faire carrière dans le management, il faut être capable de faire évoluer ses pratiques de management. Et qu'un jour, effectivement, je vais avoir plutôt une posture de manager, peut-être coach, et puis j'aurai peut-être une posture de manager plus développeur par la suite. Donc, cette figure du méta-manager permet de poser la question, et qui est en filigrane dans le troisième message, c'est ne faut-il pas, dès lors qu'on pose l'importance du management, développer une fonction managériale en considérant que le management, ça va s'apprendre comme la finance, indépendamment des qualités intrinsèques qu'on peut avoir à titre personnel, qui sont évidemment requises, mais ça ne suffira pas pour faire carrière et être amené à se confronter à des situations de management qui peuvent être très difficiles. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que le management devient une capacité stratégique, c'est-à-dire qu'il va combiner des ressources et des compétences pour permettre finalement de faire émerger des pratiques qui vont s'adapter évidemment aux exigences de l'entreprise ou de son secteur. Donc, une des hypothèses, c'est de se dire, est-ce que la fonction managériale ne serait pas une forme de centre de ressources, si on ne veut pas la poser comme une fonction, je dirais, très régalienne, qui va permettre de développer de la connaissance, de recenser des savoir-faire et d'aider, on va dire, des managers à se saisir de situations complexes et d'être accompagnés pour ça, de telle sorte que le manager qui aujourd'hui tente à disparaître dans les organisations parce que ça fait moins recettes compte tenu des exigences que ça nécessite, puisse finalement retrouver l'être de noblesse et surtout répondre aux exigences de ce siècle. Pour terminer, juste une proposition sur à quoi sert cette fonction managériale. En fait, elle sert à deux choses. Elle sert à passer du rêve à la réalité. Comment je deviens un peu stratège de ma fonction et comment je vais faire en sorte que ça advienne. Et donc, l'autre axe, c'est de passer du vouloir au possible. Voilà. Donc, on a 4 dimensions importantes qui s'apprennent. C'est du rêve au voulu, c'est quelle orientation, comment je donne du sens. Mais donner du sens, ça ne suffit pas. Il faut savoir passer des commandes aux équipes, voulu, réalité. Et puis, une fois qu'on a exprimé sa volonté, il faut piloter. Et comme on est dans un monde VUCA, rien ne se passe comme prévu, donc il va falloir faire des ajustements ou des arbitrages. Et donc tout ça, c'est un apprentissage et on a tous, à titre personnel, un tropisme où on est plus capable de donner du sens, on est plus capable dans l'opérationnel, de passer des commandes. Et parfois, on n'est pas toujours capable en fait d'ajuster, d'arbitrer, parce que ajuster et arbitrer, ça veut dire qu'on n'a pas été très bon manager, puisqu'on s'est peut-être trompé. Mais ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, et c'est ce qui fait management. Je vais m'arrêter là, et je laisse le débat s'engager. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Donc, la tâche va être assez, vous l'avez compris, assez rude, parce que derrière cet exposé très précis et brillant de Fabien, on va donner du sens, on va donner corps à ces données. Alors pour ça, nous avons 4 grands témoins, 4 grands experts que je vais présenter. Alors, nous avons avec nous, je vais commencer par vous, Sylvie de Fouilleul de Paris. Merci d'être là. Vous pouvez prendre le micro. Si vous voulez vous présenter en 2 mots.
Le micro est ouvert, maintenant oui. Bonjour à tous. Me présentant en quelques mots, donc je suis diplômée de schéma promotion 88. Bon, ça jette un froid. Après quelques années, maintenant quelques-unes d'expérience en ressources humaines dans des environnements très variés, que ce soit des groupes familiaux, mutualistes, cotés, CAC 40 ou Euronext, en France et à l'international. Donc ça, c'est les différentes étapes d'expérience que j'ai eues en ressources humaines. J'ai fait le choix il y a quelques mois de me concentrer sur la création de ma propre structure de conseil. Donc j'en suis dans cette étape de conception. Merci Sylvie. Johannes, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît. Bien sûr, bonjour à tous. Donc Johannes Hennen, promo 92, produit du retail depuis 30 ans et depuis un peu plus de 15 ans, CEO ou DG d'entreprise du retail, beaucoup de développement pendant 10 ans et puis depuis 2018 dans des entreprises et dans des environnements plutôt chahutés jusqu'à 2023 et mon retour dans le Nord dans la société Jules. Merci Johannes. Kate Chemière, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Kate Chemière, promo 91, donc entre Sylvie et Johannes. Alors, je suis ravie d'être là parce que je vois certains alumni et des futurs diplômés. Et donc, je suis contente d'être dans l'amphia ce soir. Donc moi, je travaille aujourd'hui à la Fédération nationale du Crédit Agricole, qui est l'instance qui gouverne en fait les 39 caisses régionales, qui sont des banques en fait de plein exercice autonomes. Et donc mon rôle est de travailler sur des projets pour les 4 dirigeants et donc d'assurer à l'horizon 2030 la relève. Donc les sujets qui viennent d'être abordés sur le management, l'art justement de manager. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de questions. Alors on peut théoriser, mais après c'est voilà, avoir des éléments concrets. Donc j'espère pouvoir vous donner quelques tips de mon expérience. Merci Kate. Monsieur Julien Barrois, bonsoir. Bonsoir. Alors je suis désolé, je n'ai pas fait schéma, mais j'ai accepté volontiers cette proposition. Donc actuellement, je suis en charge de certaines équipes chez Page Group qui est composée de plusieurs marques. Vous devez connaître, j'espère, Michael Page, Page Personnel, Page Executive et Michael Page Interim Management. Et donc, voilà, assez logiquement, au vu de mes responsabilités managériales, mais aussi des échanges qu'on a quotidiennement avec nos clients et candidats, il m'a semblé légitime d'accepter cette invitation. Et on est bien évidemment partenaire de Schema sur une multitude de sujets pédagogiques. Donc, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Julien. Donc, vous l'aurez compris, nous avons des profils très complémentaires dans l'approche des réponses à donner. On va être très concret ce soir. On va essayer d'apporter des pistes. Et je vais commencer avec vous, Kate. Vous l'avez dit, vous avez parlé de l'art de manager. Alors, il a été décrit un environnement de plus en plus imprévisible. Est-ce que l'art de manager reste-t-il le meilleur moyen d'associer succès et cohésion d'une entreprise, d'une mission? Est-ce que ça a encore du sens, Kate? Oui, ça a encore du sens, heureusement. Je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est quand on détecte, nous, des personnes qui sont aujourd'hui déjà des managers, donc des cadres supérieurs qui veulent devenir demain cadres dirigeants. On va regarder en fait vraiment leur potentiel. Donc, on va aller regarder, alors on peut faire un assessment, mais on va surtout regarder en termes d'expérience, comment ils ont réussi à travailler sur la connaissance d'eux, comment ils ont réussi à travailler sur la capitalisation de leur expérimentation, leur apprentissage, comment ils aiment relever aussi les challenges, quels sont les environnements dans lesquels ils ont pu évoluer. On va travailler sur la manière dont ils vont travailler sur cette résilience, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils vont avoir des équipes à accompagner où il faut à la fois être dans cette stabilité, on va dire donner des cadres, du point de repère, et en même temps, il y a toute cette agilité, cette souplesse qu'il faut avoir. Donc, et puis, pareil, l'horizon à vue, il est très, très court. Autant on sait voir le long terme plus facilement, mais autant à court terme, voilà, c'est toujours, le pilotage est difficile.
Donc, j'ai bien aimé là, le côté jardinier, cultivatrice et faire pousser les talents. C'est un petit peu ce que je fais au sein du Crédit Agricole aujourd'hui. C'est très clair. Johannes, sur l'art de manager, on parlera de la notion de management à impact. On parlera de tout ça tout à l'heure, mais dans cet art de manager, vous qui retournez souvent des situations qu'on appelle pour ce type de choses, l'art de manager reste primordial? Il est effectivement primordial parce que on ne gagne pas et on ne transforme pas ou on ne retourne pas une activité, une entreprise sans avoir les équipes dans l'adhésion, dans la conviction que tout est possible. Et finalement, quand on parle d'art de manager, c'est comme l'artiste qui détecte et qui capte l'instant. Il y a un lien, je pense, très direct avec la finalité du contexte et de l'entreprise. Et quand on arrive à embarquer justement l'ensemble des équipes et à les aligner derrière ce contexte d'entreprise qui peut être du retournement, qui peut être du développement, alors on a un rouleau compresseur qui se met en route et qui rend possible la transformation. Merci Johannes. Sylvie, vous qui avez encadré les équipes de GL Events, donc des environnements totalement changeants, différents, on peut détecter cet art de manager? Oui, on peut détecter cet art de manager. On ne va pas rentrer dans des approches techniques, mais il y a des outils comme les assessment centers, etc., qui permettent de citer un certain nombre de choses. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Johannes en disant qu'effectivement, quand on réussissait à embarquer l'ensemble des équipes dans un projet, on avait un véritable rouleau compresseur, on avait quelque chose de fantastique. Ce qui m'amène à dire qu'il y a un préalable au management, à mon sens, qui est l'existence à la fois d'une direction d'entreprise, d'une vision d'entreprise qui soit claire et d'une vitesse d'entreprise qui soit adaptée au business et aux compétences des collaborateurs qui constituent cette entreprise. Et c'est là que le management nous permet d'éviter les sorties de route par un ajustement permanent et par une vitesse dans une direction qui est établie. Merci. Julien, au sein du groupe Michael Page et dans le cadre de votre travail avec vos équipes, l'art de manager reste un pivot, j'imagine, important dans la notion de recrutement, dans la notion de chasse? Alors, je ne sais pas s'il faut faire vraiment un rapport à notre activité. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut parler d'art, d'ailleurs, de manager. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, énormément d'organisations ont bien compris les enjeux, investissent énormément de temps dans la formation de leurs équipes et notamment sur des notions de management. Le contexte étant tellement particulier, la tendance, parce qu'on l'a dit, forcément, on est plutôt formé sur des métiers de fond, la comptabilité ou ce genre de choses extrêmement techniques. Le management, ça vient toujours en parallèle d'eux. Et on observe, et on a observé depuis de nombreuses années que les managers se formaient aussi par mimétisme et donc logiquement s'appuyant sur des expériences et du vécu. Et on sait qu'aujourd'hui, et depuis plusieurs années, les attentes des managers, entre guillemets, des organisations ont terriblement évolué et que tout ça ne fonctionne plus, absolument plus. Donc on est, à mon sens, dans une bonne dynamique où l'ensemble des organisations ont totalement compris la nécessité de se réinventer. Mais est-ce que réellement les formations d'aujourd'hui et ce qui est inculqué correspond aux attentes des nouvelles générations, et pas forcément d'ailleurs des nouvelles générations, mais d'un nouveau mindset, d'une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer? C'est probablement la grande question et c'est probablement le sujet que j'imagine vous rencontrez toutes et tous aujourd'hui dans vos organisations. Merci Julien. Donc, l'art de manager reste essentiel. Deuxième point, et bien naturel, c'est donc quelles sont ces nouvelles stratégies managériales? Ça reste essentiel, mais on l'a vu, ça change, ça évolue, c'est nécessaire, c'est dangereux. On est sur une période post-Covid, on recherche du sens. Alors, quel sens trouver et donner à ce travail, finalement? Et quelle
incarnation on en parle et quelle transmission dans le management? Peut-être vous, Julien, pour poursuivre. Peut-être nous d'ailleurs, parce que je pense que je ne serai pas le seul à donner mon avis. On pourrait partir sur justement cette nécessité de s'adapter à un environnement qui a totalement évolué. On parle beaucoup de management, mais on parle du management dans le sens le leader qui va définir une organisation, qui va donner une direction et qui va construire une stratégie. Donc c'est ce que vous disiez, la vision, et comment on emmène et comment on s'assure d'une cohérence, d'une stratégie cohérente pour une organisation. Ça, c'est le premier point. Derrière, c'est comment vous déployez. Et pour déployer, il faut des équipes et du relais. Et donc, je pense que le vrai sujet, les vraies difficultés aujourd'hui, elles sont très clairement rencontrées par le management intermédiaire, le management de relais, qui, depuis cette fameuse période Covid dont vous parliez il y a quelques instants, se retrouve quotidiennement avec des injonctions contradictoires entre une direction à donner et la nécessité de faire évoluer des pratiques, de prendre en considération des attentes qui ont terriblement changé de la part des équipes. Et ça, c'est probablement un enjeu extrêmement fort auquel on est tous et toutes confrontés. Sylvie, vous souhaitez réagir à propos de Julien? Alors, il est vrai que les attentes ont bougé et je pense pas simplement pour la jeune génération. Je pense que le mouvement, il a été beaucoup plus, effectivement, comme vous le disiez, beaucoup plus global et il concerne tout le monde. Après, si on s'arrête quelques secondes sur ce que l'on décrit aujourd'hui comme compétences managériales, mon impression est que peut-être ne sont-elles pas aussi différentes que ce que l'on évoque. Si on reprend par exemple les théories d'un Vincent Lennart il y a 30 ans maintenant ou 20 ans, qui parlait déjà du manager ressources, qui parlait déjà de tout ce travail collaboratif. Je pense que cette impulsion d'évolution du management, elle existe depuis très longtemps. Je pense que la différence principale, c'est que à cette époque-là, à ce moment-là, c'était un choix d'emmener une entreprise dans cette direction. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité, c'est une obligation. C'est la principale différence que je verrais. Merci. Johannes, votre cas personnel, si je puis me permettre, vous avez été nommé, c'est moi qui le dis, pour redresser Jules, en tout cas pour le restructurer. Redynamiser, pardon. Vous allez la redynamiser. Alors, quelle transmission, quelle incarnation? Très concrètement, par rapport à notre public, comment on incarne cette transmission de valeurs? Comment on intéresse? Alors, on pourrait poser la question à certains dans la salle, parce que dans le public, il y a des équipes et des collaborateurs de Jules. Donc, on leur posera la question tout à l'heure. Je rejoins Sylvie dans finalement, l'incarnation, elle n'est pas unique parce qu'on a des contextes et des publics. Des contextes parce qu'on le disait en introduction, il y a l'urgence du quotidien et on a la préparation de l'avenir. Et quand on est en plus dans le retail textile, on vit bien cette injonction, ces injonctions contradictoires. Et donc, on a des contextes parce qu'un contexte d'urgence, typiquement, nous sommes dans le retail, les jours qui viennent jusqu'au mois de décembre sont les jours les plus importants de l'année où on va produire la majorité du résultat. Donc là, il y a un focus très précis là-dessus. Et puis en même temps, on a la préparation de l'avenir. Et donc, à des contextes différents, il y a des incarnations différentes. Et puis peut-être qu'à des contextes différents, on ajoute aussi des publics différents. On a aujourd'hui des collaborateurs qui sont divers et qui sont multiples. Certains trouvent un sens dans le travail différent que d'autres. Certains ont vraiment l'envie de se développer, se réaliser. D'autres ont peut-être un souhait d'équilibre différent. Et donc, poser une seule posture ou une seule incarnation face à ces contextes et à ces publics serait peut-être moins pertinent. Donc, les incarnations, elles sont multiples. Et les incarnations, elles sont peut-être aussi
rythmé différemment. Quand on disait que finalement l'art de manager ou les fonctions managériales font écho à des choses que l'on connaît depuis longtemps, peut-être ce qui change, c'est le rythme. Le rythme, et derrière le rythme, il y a la vitesse, il y a l'intensité. Il faut peut-être alterner des rythmes différents et donc incarner à chaque fois on parlait de vitesse dans la transformation, on ne peut pas que courir après la transformation, il faut aussi incarner des temps de pause avant de repartir. Merci Jeannette. Kate, par rapport à votre expérience, cette transmission dans une société, je le rappelle, qui est le Crédit Agricole au niveau de la Fédération nationale, donc une très grande et belle structure. Donc cette transmission s'incarne comment? Alors c'est vrai qu'on doit à la fois capitaliser sur ce qu'on est en termes de modèle. Hein. On est un modèle mutualiste, coopératif. Donc les valeurs en fait qu'on l'on prône et que l'on défend sont bien cette utilité, cette proximité, la responsabilité, la solidarité et l'universalité. Et en même temps, on doit travailler sur cette excellence qu'on veut vis-à-vis de nos clients qui aujourd'hui ont changé aussi en termes de comportement. Donc nous, depuis l'ère post-Covid, on a dû aussi concilier, voilà, on avait été tous en télétravail, puis là on revient en présentiel et en même temps, nos clients aussi ont changé. Tous ne viennent plus forcément dans nos agences, donc on a retravaillé sur chacun des territoires, puisqu'on a aussi en rural et en mode urbain des organisations qui sont différentes. Mais en tout cas, le point commun, c'est que ce leader manager, hein, qu'il soit le directeur de l'agence ou qu'il soit au siège, aujourd'hui, il doit en tout cas être à la fois inspiré et inspirant. C'est-à-dire qu'il doit à la fois bien connaître c'est quoi les sources de ses motivations, le sens de sa mission, pour être donc inspiré et inspirant parce qu'il doit redonner de l'énergie et beaucoup d'énergie au niveau des collaborateurs qui aujourd'hui, comme vous disiez précédemment, il y a à la fois besoin de stabilité, de cadre, de rituel, et en même temps, il y a beaucoup besoin de flexibilité. Donc, concilier l'un et l'autre, ça, c'est vraiment un art, parce que c'est aussi un équilibre qui est toujours en déséquilibre. Merci. Donc, ce que nous entendons, c'est qu'il y a des nouvelles figures du manager et il y a un nouvel engagement. Est-ce que les outils que sont les soft skills, que sont l'intelligence émotionnelle, est-ce que ces nouveaux outils révolutionnent le management, Julien? Est-ce que tout ça est réel? Je vais le dire autrement. C'est réel ce que je viens de citer ou c'est dans l'esprit? Alors, bien évidemment que c'est réel, mais ça ne révolutionne rien du tout parce que faut pas croire que tout s'est passé ces 3 ou 4 dernières années. Hein. Bien évidemment, le management d'aujourd'hui est très différent de celui d'il y a 20 ans, qui était très directif, très bottom, sans prendre en considération un certain nombre de sujets. Voilà, il n'y a pas forcément besoin d'être empathique. Donc, il y a une notion de chef, un peu de petit chef. Je pense qu'il y a déjà plus de 10 ans, les choses ont beaucoup évolué et on a vu apparaître des managers, je parle plutôt de management relais, mais des managers qui étaient dans leurs équipes complètement conscients de la nécessité d'être dans un management participatif et d'avoir une adhésion pour emmener l'ensemble des équipes vers un objectif. Je pense que ce qui est vraiment bouleversant aujourd'hui, c'est que depuis quelques années maintenant, on voit vraiment une désaffection du rôle du management et donc on a énormément de difficultés à trouver des relais. Et d'ailleurs, quand on analyse, voilà, on essaie, nous, de sortir un certain nombre d'études et d'aller chercher des vérités avec des sondages extrêmement importants. Typiquement, ce qui était le premier objectif de l'ensemble des collaborateurs il y a quelques années, à savoir la famille, puis l'entreprise et la carrière. Aujourd'hui, ça arrive à la 4e position. Donc, vous mettez en priorité votre famille, puis vos amis, puis vos loisirs, et enfin votre carrière. L'évolution managériale, la sacro-sainte évolution managériale des quelques années, c'était de devenir manager, de devenir chef et d'avoir des équipes sous soi. C'était une espèce d'évolution sociale. C'était un marqueur important. Aujourd'hui, on voit que les organisations s'aplatissent, qu'il y a de moins en moins de structures verticales, qu'on est vraiment de plus en plus dans le participatif et que la plupart des collaborateurs aujourd'hui vont s'épanouir plutôt dans un mode développement. Donc, je suis en techno, je n'ai pas envie de manager l'équipe qui est autour de moi, même si je suis meilleur. J'ai juste envie d'un nouveau projet et développer des nouvelles compétences, mais pas forcément des compétences managériales. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait. Et donc, quand vous avez
besoin de management parce qu'on sait que c'est indispensable pour faire fonctionner une organisation et quand on a foncièrement besoin, mais que vous avez de moins en moins de candidats et des candidats qui sont en tout cas pas engagés dans la même dynamique, c'est là où se pose très clairement le sujet d'une refonte. Et j'aime la notion de fonction managériale parce qu'il y a probablement un peu de ça dans une réponse à ce qu'on devra déployer dans quelques années, à savoir, j'imagine en tout cas, des options de sortie, mais avec la nécessité quelquefois de réduire les objectifs dits opérationnels pour nos managers, parce que c'est très difficile à concilier, le day-to-day, le client, la nécessité d'être dans la production, et en parallèle de ça, de faire vivre une stratégie d'entreprise, une stratégie quotidienne, mais aussi une stratégie de fond, et en parallèle de ça, s'assurer que vous ayez l'adhésion et donc trouver des moments de participation, de rencontre avec un certain nombre de collaborateurs. Voilà, tout ça sont des sujets d'actualité. En tout cas, si ce n'est pas les vôtres, c'est les miens. Et on sait très bien qu'il va falloir faire bousculer certaines lignes dans un grand nombre d'organisations. Merci, merci. C'est vraiment passionnant, Julien. Si ce sont nos préoccupations, Kate, vous avez du mal à trouver de ces managers? Je rebondis sur ce constat. Difficile de trouver des équipes à responsabiliser? En fait, c'est important de savoir, en fait, voilà, d'avoir la bonne graine, hein, de la détecter et ensuite lui mettre de trouver le bon terreau qui va la faire pousser. Et puis, comme vous savez, une fois que le pot est trop petit, il faut la déplacer, la mettre dans un pot plus grand. Voilà, donc c'est aussi de créer en fait tout un parcours, un écosystème pour cette accélération, cette courbe d'apprentissage. Aujourd'hui, nous, Crédit Agricole, c'est 147 000 collaborateurs. Donc là, c'est la partie à la fois caisse régionale, 70 000, et puis 77 000, donc c'est la partie qui est cotée en bourse. Donc on a deux écosystèmes qui sont aussi très, très différents, mais un groupe qui est aussi uni. Et il faut trouver des managers qui vont être capables de pouvoir être aussi bien dans un écosystème mutualiste que dans un autre qui est coté en bourse. Et donc ça, c'est très complexe parce que quelqu'un qui a grandi en caisse régionale avec des principes du valeur mutualiste, comment est-ce qu'on va lui donner aussi les notions de groupe qui est coté en bourse pour lesquels le rapport au temps est très différent. En caisse régionale, on a un rapport au temps qui est beaucoup plus long, alors qu'en fait, en groupe coté, là, on a aussi des deliveries permanents. Je pense que ce qui a aujourd'hui aussi changé, c'est qu'il y a ce principe de subsidiarité, c'est qu'on demande aussi aux collaborateurs d'être en autonomie et en responsabilité de plus en plus. Donc nous, on a, comme tu disais, on a, Julien, aplati les organisations et on a donc aujourd'hui des leaders, on va dire, de tribus qui sont plutôt sur la partie management et on a des leaders de chapitres qui seront plus des leaders experts techniques. Et donc, c'est cette cohabitation. Donc, nous, dans l'équipe, c'est le rôle, en fait, de détecter, quelle est la nature, en tout cas, de cette petite graine en termes d'ADN et comment est-ce qu'elle va ensuite grandir pour qu'elle puisse donner le maximum, en tout cas, à la fois pour elle-même, hein, parce que je veux bien dire qu'un manager leader doit être à la fois inspiré et inspirant, mais aussi au niveau de l'écosystème dans lequel elle va aussi rejoindre pour être, en tout cas, le leader manager le plus performant, le plus engagé et qui donne aussi le plus de plaisir à ses collaborateurs. Très bien. Sylvie, par rapport à cette notion d'environnement qui évolue avec ces nouveaux outils nécessaires, est-ce que les leaders acceptent d'être des leaders? Est-ce que vous l'avez vu, cette transition? Si je reprends l'expérience que j'ai pu connaître chez GL Events, donc qui est une entreprise d'événementiel, donc comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est un rythme extrêmement rapide, c'est une multitude de projets et c'est une multitude d'entreprises. Et je pense que c'est quelque chose qui a probablement aidé, qui aide probablement le groupe à promouvoir et à trouver les managers. Dans la mesure où les collaborateurs sont amenés à être directeurs d'un projet très rapidement vis-à-vis d'un client et à mener le projet de A à Z et dans une urgence quasi permanente, ce qui fait que la chaîne hiérarchique est nécessairement très courte, ça forme
de manière empirique. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être accompagné d'une formation beaucoup plus construite, et les parcours de Crédit Agricole en sont un bon exemple. Mais néanmoins, je pense que ça permet au groupe de trouver des managers. Après, je pense que pour que les managers s'amusent et aient envie de continuer à manager, bien sûr, il faut qu'ils vivent des injonctions contradictoires, mais il faut qu'ils aient, à mon sens, beaucoup d'autonomie, que ce ne soit pas simplement une charge de manager d'autres personnes, mais aussi une responsabilité par rapport à une activité, par rapport à un secteur, par rapport à un métier, et que cet aspect-là soit valorisant par rapport à ce que peut apporter la difficulté de manager des équipes au quotidien. Johannes, dans la mission qui est la vôtre, vous avez eu du mal à trouver des relais qui acceptaient les responsabilités nouvelles? Plutôt jamais, parce que dans la difficulté, dans l'adversité, quand il faut réagir vite et dans l'urgence, les équipes qui, la plupart du temps ou très souvent, sont très attachées à leur entreprise, se mettent en mouvement, et parmi celles-là, certains se mettent en mouvement encore plus. Et ceux qui se mettent en mouvement encore plus ne sont pas forcément ceux qui ont un passé de manager, mais ceux qui ont un rôle, une influence, qui ont aussi l'envie et le courage de le faire, et qui de facto sont moteurs de par leur exemplarité, mais de par une forme de charisme ou une forme de capacité à entraîner leurs pairs. Et donc, des managers en puissance, il y en a dans beaucoup d'organisations. Effectivement, les détecter, pouvoir les accompagner et pouvoir faire en sorte qu'ils puissent répondre à toutes leurs missions, c'est l'art de ceux qui les encadrent, justement, dans des formats où je pense que de plus en plus, il faut oublier le catalogue du parfait manager qui doit être formateur, coach, etc. Encore une fois, il doit être connecté à son contexte. On doit lui permettre de s'autoriser à être authentique, à être courageux et à être entraînant pour entraîner son équipe. Puis n'oublions pas que de plus en plus, peut-être le manager est entraîné aussi par son équipe. Et on le disait tout à l'heure, on n'est plus dans un format top-down. Et le manager qui, entre guillemets, répartit la charge managériale au sein de son équipe est certainement celui qui trouve les clés de la performance et de l'impact. Merci. Fabien, je vais en profiter pour vous donner la parole. Effectivement, le manager aujourd'hui est un peu un réceptacle à beaucoup de difficultés. C'est peut-être le premier qui souffre dans cette période du Covid, dans tout ce que vous avez décrit, surtout dans une société où les partis politiques, les syndicats, les religions sont peut-être moins prégnants auprès de nous. L'entreprise, paradoxalement, est devenue beaucoup plus centrale. Qu'en pensez-vous, Fabien? Merci. En fait, pour rebondir sur ta question et ce que j'entends là, donc je pense que vous retracez bien dans votre posture finalement ces exigences nouvelles qui s'imposent. Et donc, pour moi, justement, la question majeure, c'est comment on va réussir, en fait, Johannes a évoqué le fait de les accompagner, il y a des parcours de formation, il y a des questions qui se posent, il y a cette exigence de la rapidité, de la vélocité que j'évoquais à travers le terme d'accélération. Et en fait, le challenge aujourd'hui, c'est comment on peut aider en fait, ces gens-là à faire face. Et en fait, on a souvent considérer le management comme étant quelque chose très empirique et qui est lié en fait à notre personnalité. Donc dans la compétence, et vous avez parlé de compétences managériales tout à l'heure, et effectivement ce qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment de rappeler que le management est une compétence, et je vais plus loin parce que j'évoquais la notion de capacité stratégique, c'est-à-dire que, comme Johannes l'évoquait, cette compétence-là, elle est en action dans une situation donnée, avec des ressources particulières, avec des exigences particulières. Et donc là, on parle de capacité stratégique, et j'avais bien aussi ce que évoquait Johannes sur le fait qu'à un moment donné, il y a comme un peu un nombre d'heures, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Et donc on voit bien que c'est le manager en prise avec cette situation-là, mais pour qu'il arrive en fait à donner tout son potentiel, il faut l'aider. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal sujet, c'est comment on l'aide dans ce contexte un peu nouveau. Donc encore une fois, la compétence managériale, c'est se connaître soi-même. Donc évidemment, avoir une certaine maturité, une connaissance de soi, c'est la dimension aptitude de la compétence.
il y a son savoir-faire, par quoi je suis passé dans mon parcours qui va m'aider et comment ça a été reconnu ou pas dans l'entreprise dans laquelle je suis, mais aussi à l'extérieur, puisque les parcours ne sont pas forcément linéaires. Et ça, c'est important d'arriver à casser ça et de dire, mais moi, j'ai vécu des choses et je sais que ça va faire du sens là. Et ce que je défends aussi quand je parle de fonction managériale pour justement aller dans votre sens aussi, c'est de dire il y a aussi de la connaissance en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en tenir à j'ai une personnalité plutôt extravertie, j'ai pas peur, je fais face à l'adversité et où j'ai bourlingué, j'ai une expérience. Non, il y a des choses en fait que je dois apprendre. Et si je ne suis pas, on va dire, amené à savoir comment je gère une situation de crise avec des syndicats, tout ça c'est de la connaissance en fait. Son expérience, elle ne suffit pas. Et c'est là où quand on met tout ça bout à bout, connaissance, d'un côté, c'est comment l'entreprise, compte tenu de son secteur, va dire il faut que les gens soient capables de faire tout ça. Si je prends l'exemple peut-être, alors ce serait une mauvaise idée, mais de Jules, est-ce que pour être un bon manager aussi, être légitime et ou crédible, ce qui n'est pas la même chose, mais je ne détaillerai pas là, il ne faut pas que je connaisse aussi moi le métier de ce que c'est fabriquer un produit, un pantalon, une chemise, etc. Tout ça, ça m'aide parce que je vais mieux savoir interagir avec les gens. Donc ça, c'est de la connaissance à un moment donné. Il faut pas que je me confronte à ça, comment ça se construit, etc. Et le savoir-faire, ça renvoie à quoi pour l'entreprise? Ça renvoie à la capacité d'apprentissage. Comment je fais des rétextes? Comment finalement j'arrive à collectivement et individuellement se dire voilà ce qu'on sait et ce qu'on a appris là-dessus. Comment on sait, et vous avez parlé des assessments, distinguer les gens et de se dire, bah, il y a des gens qui sont comme ci et comme ça, et surtout, on ne veut pas des gens qui soient normés et dans des parcours de management, parce que sinon, on va à la catastrophe. Donc, c'est en ça que, finalement, on peut faire fonction managériale, parce qu'on va considérer que la fonction va développer les compétences dans ces 3 différentes dimensions. Donc, je pense que pour vous aussi, la question que je me permets de renvoyer, c'est finalement, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui pour arriver à les accompagner à la hauteur de ces exigences-là, de ce qui est une compétence, mais aussi dans les situations. Est-ce qu'il y a des moments, je ne sais pas, Johannes, on se dit, là, les gens, ils ne savent pas faire et donc on s'aperçoit qu'on doit les aider à faire quelque chose. Ou chez J.L. Evans aussi, ça peut être le cas, ou Crédit Agricole, ou à travers ce que peuvent vivre les candidats. Et moi, ma question, c'est celle-là, c'est qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour arriver à faire en sorte qu'on aide les gens et pour éviter cette démission. On n'a pas évoqué ça aussi, mais dans les entretiens qu'on a eus, on nous a dit les gens ne veulent plus manager parce qu'en plus, il y a eu MeToo, alors les gens n'osent plus rien dire. Enfin, après, ça, c'est des dimensions qui dépassent même le cadre de l'entreprise. Et j'aurais d'autres choses à dire, mais peut-être que je dirais pour le mot de la fin, si tu me permets. Merci Fabien. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider les équipes, Kate? Alors, merci. En fait, c'est intéressant en termes de résonance. Nous, on met en place en fait des parcours de formation, donc on va dire en transversalité, c'est-à-dire qu'on met donc des promos de 24 managers. On leur donne un sujet qui pourrait être par exemple l'engagement, un sujet qui part d'une problématique que leur ont donné des 4 dirigeants du groupe, et ils ont donc par équipe donc de 6. Donc, il y a 4 équipes de 6. Ils vont travailler de façon croisée sur ce sujet, avec à la fois des interviews internes dans le groupe, mais aussi en termes de benchmark extérieur. Et puis, ils vont revenir ensuite apporter les fruits de leur expérimentation. Et là, l'idée, c'est plus en fait de travailler les uns avec les autres. Donc, c'est plus le principe du co-développement. Et ça permet aussi à ce qu'ils se ressourcent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très exigeant d'être un leader manager. On l'a dit, il faut beaucoup d'énergie. Même si on l'a vu avec le rugby, là, le haka, il le pratique, mais c'est au quotidien. Donc, c'est de l'énergie tout le temps. Et puis, il faut aussi être assez agile pour pouvoir aussi surfer sur les imprévus. On a vu le contexte VUCA. Donc aujourd'hui, voilà, c'est trouver des moments où ils ont ces bulles d'air. Alors après, il y en a certains qui aiment, au-delà du co-développement qu'on leur propose, c'est aussi de les envoyer dans des programmes type Octave ou Eve, qui sont des bons programmes qui leur permettent aussi de se régénérer, de partir en termes de learning expédition sur des sujets qui ne sont pas directement dans leur périmètre, mais voilà, de s'ouvrir pour qu'ils arrivent en fait à se ressourcer. Et puis, avoir toujours, en fait, je veux dire, ce feu sacré, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un leader manager, il faut qu'il ait la banane tout le temps. Peut-être, Jeunesse, vous vouliez rajouter un point? Oui, avant de répondre de ce qui peut se passer dans les entreprises ou dans l'entreprise Jules, en l'occurrence, pour faire un pas de côté par rapport aux écoles de commerce, je ne connais pas la popularité des rankings des masters en école de commerce, mais j'ai l'impression que
fonction RH ou les management RH n'est plus au top de la popularité et que le marketing, la vente, la finance sont bien plus populaires. Et peut-être que le sujet de la fonction très régalienne, comme on la vit depuis très très longtemps, touche à sa fin. Parce que peut-être qu'il y a des métiers qui vont être faits par l'IA. La paye, on ne va plus avoir 50 gestionnaires de paie pour administrer des contrats ou la paie. Et peut-être que cette fonction-là, qui n'a pas bougé, peut bouger justement au service des services et des managers de l'entreprise. Et peut-être que cette fonction RH doit se transformer, il est peut-être urgent qu'elle se transforme en fonction managériale. Et là, elle aurait un vrai impact. On parle beaucoup parfois de HR, business partners, qui vont justement aider les partenaires, qui vont aider les managers et qui vont aider aussi les équipes à bouger. Donc, il y a certainement de ça. Pour revenir à ce que j'aime pratiquer, je pense que les organisations, quand elles vont trop loin, découpent les équipes en de multiples petites équipes qui souvent sont face au même manager. Une routine s'installe et je pense qu'il peut être intéressant d'extraire ces rythmes un peu routiniers de petites équipes inter-équipes. On change de tête, on change de prairie, on voit autre chose. Et puis la capacité très fréquemment de partager avec le plus grand nombre permet certainement aussi d'entendre autre chose. On parlait tout à l'heure de managers inspirés et inspirants. Il y a peut-être de ça à changer de dimension. On parlait tout à l'heure de changer de rythme. Changer de dimension peut être aussi intéressant. Sylvie, vous aviez une vision sur ce changement des RH qui a été… Oui, un peu forcément. Effectivement, je partage totalement la lecture que cet accompagnement au développement des managers est un rôle partagé entre le management et la RH. Ça, j'en suis profondément convaincue et c'est vraiment un rôle partagé. Je suis plus optimiste que Johannes sur l'état actuel de la fonction ressources humaines parce que de ce que j'ai vu dans vraiment des environnements différents, comme je l'expliquais au départ, ce sont des fonctions RH et pas forcément celles où j'étais. Je veux dire, dans les groupes, ce sont des fonctions RH qui remplissaient une globalité de fonctions RH et sur laquelle ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui la RH transactionnelle n'est plus déjà considérée comme la partie à valeur ajoutée de la fonction. C'est vraiment un mouvement qui existe et qui est profondément ancré pour moi, à mon sens, déjà dans les entreprises. En tout cas, dans celles que j'ai pu voir. Et quant à la notion d'échange et de pouvoir effectivement élargir le sentiment d'appartenance, élargir la discussion à un public beaucoup plus large, c'est toute la notion du travail collaboratif. Et je pense que dans le développement des managers, c'est quelque chose de vraiment fondamental aussi. Julien ? Peut-être pour rebondir sur ce que disait Fabien, il y a 2-3 sujets qui résonnent fortement. Le sujet de reconnaissance. Et vous avez aussi abordé le sujet de ces personnes qui ne souhaitent plus manager, qui veulent sortir de ces responsabilités-là. On a fait récemment, PageGroup a mené une étude récemment auprès de 70 000 collaborateurs, enfin pas collaborateurs, personnes dans le monde. Donc c'est quand même assez, on va dire que c'est un échantillon représentatif. Et quand on creuse, on se rend compte qu'il y a globalement, et si je prends le cas de la France, mais qui était bien représenté avec 7 000 personnes qui ont été sondées, il y a approximativement que 12% de nos collaborateurs qui sont vraiment engagés et qui ne sont pas prêts à potentiellement être ouverts à une opportunité dans une autre organisation. 88% des collaborateurs de chaque entreprise, si on fait une projection, sont susceptibles d'accepter ou de se projeter dans une nouvelle organisation, dans un nouveau projet, dans une autre entreprise. Donc, c'est des statistiques qui sont assez inquiétantes. Et donc, on a essayé
d'apporter un certain nombre de solutions suite à cette étude qu'on a appelée la révolution invisible. Et le dernier point sur les trois sujets sur lesquels on pensait que les entreprises pouvaient intervenir, le dernier point, le point final, c'était l'investissement fait sur les managers. Et parallèlement à ça, on est estomaqué, nous, intermédiaires de l'emploi, de rencontrer des cadres, quelquefois de haut niveau, qui ont eu des larges responsabilités managériales, ou des cadres intermédiaires, mais qui ont quand même eu des équipes importantes, à naturellement se positionner sur des postes sans encadrement. Vraiment sans encadrement. Alors que, par essence même, leur précédent job était d'être manager. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Et parallèlement à ça, on parlait de ranking il y a quelques instants, on voit naître dans une multitude d'organisations des analyses par la data, et c'est extrêmement intéressant, et il faut être orienté par la data, mais certains managers sont jaugés par leur taux de turnover potentiel dans leurs équipes. On voit apparaître des études très régulières sur l'engagement de leurs collaborateurs, etc. Et donc, c'est plutôt des rendez-vous qui viendraient régulièrement leur rappeler qu'ils pourraient mieux faire dans un quotidien qui est extrêmement compliqué, où par le passé, on leur disait bien de mettre une veste et voilà, d'être plutôt dans un rôle de manager et d'essayer de prendre ce rôle avec voilà, une espèce de barrière de protection, alors qu'aujourd'hui, on crie partout qu'il faut être soi-même, assumer une certaine singularité dans l'organisation. Et nos managers sont aussi des collaborateurs, ils sont aussi complètement dans ce changement de mindset. Et donc, ils ne se retrouvent pas. Et je pense que l'entreprise, de manière générale, aurait intérêt à vraiment bien réfléchir, à s'assurer qu'un manager s'y retrouve et qu'il y a un vrai équilibre entre l'investissement fait quotidiennement à faire vivre une vision d'organisation, à faire quelquefois vivre un day-to-day business, et parallèlement à ça, être capable de mieux le rétribuer. Alors, il y a du salaire, bien évidemment, mais pas que. Et je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir sur ces thématiques-là. Kate, 88%, je retiens ce chiffre, 88% des collaborateurs enclins à bouger. Enfin, vous attendiez à ce chiffre? Vous qui êtes Talent Acquisition, vous saviez qu'il y avait autant de volatilité possible? Alors, c'est vrai que c'est un chiffre que on n'a pas au Crédit Agricole, parce que chez nous, en fait, nos 4 dirigeants font partie de la promotion interne. Donc, en fait, on les captive, on va dire, dès le berceau, dès qu'ils arrivent. Voilà, des sorties d'école, des forums, voilà, les forums étudiants, employeurs, voilà, on les détecte en disant, tiens, on voit qu'il y a quelqu'un qui a du potentiel. Et donc, on va très vite en fait faire en sorte de leur donner les codes pour en fait les faire grandir. Donc on a évoqué beaucoup à la fois travailler sur leur singularité, leur spécificité, leur valeur ajoutée, et en même temps leur donner en tout cas le référentiel 4 dirigeants pour qu'ils soient en termes d'employabilité aussi bien à l'aise en caisse régionale ou dans nos filiales. Donc là, on va leur donner en tout cas les codes, les bons usages. Voilà. Donc, on n'est pas directement, je dirais, impacté. On a cette chance. Sylvie, comment remédier à cette potentielle ce côté volatile par des outils? Parce que vous travaillez beaucoup avec des outils, je crois. Vous... Oui, mais je ne suis pas certaine que cette volatilité soit un vrai problème. Je pense qu'il est assez intéressant que les cadres, les collaborateurs aillent vivre des expériences dans différents endroits, quitte à revenir ensuite, etc. Je pense que typiquement, chez les Elevens, nous reprenions les collaborateurs qui étaient partis, qui avaient fait 2, 3, 4 années d'expérience ailleurs et qui souhaitaient revenir dans le groupe. Et on les reprenait, s'ils étaient bons, évidemment, s'ils n'étaient pas bons, on ne les reprenait pas, mais s'ils étaient bons, on les reprenait et on les remettait en trajectoire chez nous. Et je pense que c'est créateur de valeur pour l'entreprise, et j'irais jusqu'à dire qu'il peut même y avoir un intérêt à un moment donné pour l'entreprise, quand elle n'a pas
les opportunités et les postes pour des collaborateurs, à faciliter ce mouvement vers l'extérieur avec un deal pour qu'ils reviennent après. D'abord, c'est ce que cherchent les collaborateurs aujourd'hui. Ils n'ont plus envie de rester 10 ans dans la même boutique. Si on est à 3 ans, c'est bien. 4 dans le meilleur des cas. Il faut qu'ils puissent partir, revenir, s'enrichir et enrichir l'entreprise. Mais ça peut un peu choquer. Je sais que quand je disais ça à mon président, il ne m'aimait pas. Mais pas du tout. Écoutez, Johannes, par rapport à... Je reviendrai juste sur ce qu'on disait sur la question précédente par rapport à la difficulté peut-être de capter des managers et à ce rôle qui peut être délaissé. Il y a très certainement quelque chose que les organisations ne font pas assez bien. Et concrètement, aujourd'hui, là où je suis, on n'arrive pas à bien le faire, c'est à donner du temps aux managers. Et je pense que ça, c'est primordial, du temps pour prendre du recul, du temps pour imaginer justement quel accompagnement pour les équipes, comment faire bouger les uns et les autres, comment travailler la transversalité entre les équipes, parce que finalement, les questions que se pose le manager, elles sont: est-ce que l'équipe dont j'ai la charge se développe? Est-ce que l'équipe dont j'ai la charge délivre les résultats attendus? Est-ce que l'équipe dont j'ai la charge travaille suffisamment en transversalité avec les voisins? Est-ce qu'on prépare demain? Est-ce qu'on délivre aujourd'hui? Et tout ça, ça prend du temps. Et les organisations, généralement, ne donnent pas ce temps. Et en l'occurrence, celles dans lesquelles je suis passé, je me faisais cette réflexion tout à l'heure, donc je la partage avec tous. On a peut-être un vrai sujet sur le temps laissé au manager pour se ressourcer, se projeter et vivre pleinement le temps de l'équipe. C'est très très clair. Fabien, une intervention peut-être? Une remarque? Oui, je me permets parce que je pense que c'est un sujet très important. C'est qu'on a compris que, et vous l'avez confirmé, que tout va de plus en plus vite. Mais ce qui est certain, c'est que ce temps, il est d'autant plus nécessaire pour se poser des questions d'organisation ou que sais-je. Mais surtout, c'est qu'il y a un écart entre la vitesse de la vie économique globalement avec le temps nécessaire pour développer les compétences des collaborateurs. Parce que développer des compétences, ça prend du temps. On ne peut pas l'accélérer, même si aujourd'hui, justement, il y a des possibilités d'avoir des formations non diplômantes pour en 3-4 mois devenir un expert d'eux. Mais en fait, tout ça, c'est un vernis. Mais la réalité de développement d'une compétence, c'est le temps long. Donc, si le manager, il n'a pas le temps d'être réflexif, de comprendre ce qui se joue, quel va être l'impact de telle technologie, comment va se jouer, je ne sais pas, le déploiement d'un nouveau process d'innovation, de quelles compétences j'ai besoin, en fait, on étouffe. Et effectivement, on a ce sentiment aussi d'insatisfaction qui va s'installer. Donc, le manager, il est un peu aux premières loges parce qu'il voit sur le terrain ce qui se passe, ce qui fonctionne bien ou pas bien. Et donc, il doit être effectivement, dans ce management intermédiaire, assez stratégique, mais au sens de dire de quoi j'ai besoin pour renforcer les compétences, pour voir quelles sont les compétences distinctives, celles qu'on va appeler les compétences seuil. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, petite parenthèse aussi, donc j'ai le plaisir de piloter l'exécutif MBA de Schema. Et on a, on va dire, un chapitre qui est dédié en fait au lien entre l'organisation et la gestion des opérations. Donc la supply chain aujourd'hui, il y a des enjeux énormes de vélocité, il y a des technologies, mais pour pouvoir maîtriser tout ça, en fait, il faut des nouveaux talents, des nouvelles compétences. Mais ces compétences-là, c'est pas comme ça qu'elles vont se développer. Et donc, le manager doit être capable d'avoir ce recul-là pour préparer tout ça. Et en lien aussi, évidemment, avec l'ARH qui, de fait, devient stratégique. Donc ce temps-là, il est nécessaire et ce n'est pas une perte de temps. Sinon, c'est le cas de certains secteurs, hein, sans vouloir faire de mauvais procès. Le luxe, par exemple, est arrivé très tardivement dans le digital, parce qu'il n'y a jamais eu de compétences digitales dans le luxe jusqu'à... Bon, maintenant, c'est installé et ça fait presque 20% du chiffre d'affaires. Mais la réalité, c'est que sans compétences, comment se projeter sur l'évolution de notre chaîne de valeur? On ne peut pas. Merci pour cette remarque. On comprend la nécessité d'une intelligence collective importante. On comprend que les outils seront multiples, les solutions sont multiples. Il y a une intelligence collective. Alors, traiter cette intelligence collective, est-ce que ça reste possible d'avoir un impact et d'avoir de la performance dans son management? Est-ce que dans cet environnement qu'on décrit de plus en plus donc volatile, avec des rythmes différents, vous l'avez tous très bien expliqué, Johannes, est-ce qu'on peut encore avoir un impact? Est-ce qu'on peut demander des performances? Est-ce qu'on doit demander des performances? C'est peut-être remettre en question la vocation même de l'entreprise.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix que de demander des performances et demander des performances qui soient autant des performances quantitatives que qualitatives, bien évidemment. L'impact finalement du manager, je le disais tout à l'heure, c'est est-ce que je développe mon équipe et est-ce que l'équipe dont j'ai la charge atteint ses résultats et sa performance? Et c'est plus que jamais j'ai en tête un mot qui me revient, qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'on se dit on est obsédé de l'équilibre people, planète et profit. Là, vous savez que le textile est un secteur qui est souvent décrié pour ses pratiques et qui, bien évidemment, doit se transformer. On parlait de la volatilité, on est dans un modèle aujourd'hui où, dans nos magasins, et c'est l'ensemble des acteurs du textile, on a 50% de turnover. 50% de turnover. Donc, la capacité d'attirer des talents, les garder, c'est un vrai sujet. Si on se focus sur ces sujets-là, sans se focuser sur la capacité de générer du profit, de générer de la valeur, pour avoir les moyens, justement, de prendre soin de nos collaborateurs et de transformer nos modèles, on n'y arrivera jamais. Et donc, chez nous, depuis quelques semaines, on parle de cet équilibre très difficile à trouver, mais c'est l'ambition qu'on se met entre people, planète et profit. Et donc, derrière, il y a forcément une injonction de performance, il faut oser le dire, et peut-être pour créer les conditions de la réussite et de la performance des managers d'impact. Lien des managers d'impact, c'est ce que vous les recrutez tous les jours? Je ne sais pas si on les recrute tous les jours, j'espère en tout cas. Surtout qu'on vient d'ouvrir un poste pour Jules, si j'ai bien compris. Je ne sais pas lequel. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Je pense que la réponse de Johannes était la bonne, c'est le temps. C'est-à-dire que les conduites, créer une vision, savoir où doit aller l'organisation, c'est souvent le top management qui s'y intéresse, qui la définit et qui essaie d'allumer la lumière un petit peu à tous les étages. Et derrière, si on veut que la lumière reste allumée, il faut avoir des vrais relais managériaux, leur accorder du temps, de la confiance, leur donner aussi les moyens de comprendre réellement là où va l'organisation et puis aussi de mettre dans leur quotidien un peu d'eux-mêmes, d'être assez autonome aussi sur la manière de conduire cette stratégie pour justement leur laisser plus que l'image, mais construire avec eux l'organisation de demain. Donc oui, il doit y avoir une direction, oui, il doit y avoir un énorme impact du management dit global, mais en ayant bien conscience que les relais sont cruciaux dans le déploiement. On parle de performance au Crédit Agricole, évidemment, Kate. On parle d'impact et de performance, c'est au cœur du sujet. Tout à fait, hein, par rapport à notre raison d'être, hein, qui, vous savez, agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. On a la réciprocité vis-à-vis des collaborateurs, qui agir chaque jour pour nos collaborateurs au service de la société. Donc, dans cette symétrie des intentions, on est garant aussi d'avoir un projet humain, client et sociétal qui soit en fait congruent. J'ai bien aimé dans l'exposé tout à l'heure de cette qualité du lien. Je dirais que, et c'est ça qui pour nous est vraiment primordial à tous les échelons. Et en dehors des barrettes, hein, c'est vraiment ce qu'on va faire vivre comme expérience à tout à chacun. Donc c'est aujourd'hui, on entend, enfin de la part de certains, moi je m'occupe des cas dirigeants, mais les cas dirigeants qui parfois me disent, je me sens seule. Et donc, ou un peu de par mon activité, en plus, faute de temps, j'ai pas le temps d'aller voir au plus près mes équipes toujours, prendre la température. Quand je travaille, je m'isole, je suis pas au cœur. Voilà, donc ça c'est aussi important, on le répète, hein, de travailler sur cette écoute, une écoute attentive, d'être aussi en proximité, d'être accessible. Voilà, donc on veille. Alors nous, en tant qu'équipe support, mais on essaie de leur donner en tout cas les moyens. Et j'en conviens aussi, voilà, ce temps de ressourcement qui est vraiment indispensable.
Oui, alors ressources, alors deux sujets séparés, mais les ressourcements, c'est un temps que vous prenez-vous, et impact et compétences, c'est ce que vous avez prôné et conduit. Il y a un endroit que j'aime bien dans l'entreprise pour ça. Alors, c'est pas tout à fait un endroit, c'est cette notion de projet de transformation. Aujourd'hui, dans bon nombre d'entreprises et plusieurs fois, j'ai vécu des projets de transformation en lead ou non. Et je trouve que ces projets de transformation sont d'abord un endroit de ressourcement, parce que c'est du temps que les gens peuvent prendre pour travailler sur autre chose. Ensuite, c'est un endroit de détection de talent et de formation, dans la mesure où dans ce type de projet, on est sur une culture collaborative, on est sur de la mise en situation de gens qui ne sont pas dans un rôle hiérarchique potentiellement classiquement. Donc, il y a cet endroit de développement, il y a cet endroit de collectif, et c'est peut-être un des seuls endroits dans l'entreprise où le voyage est plus important que la permanence, c'est-à-dire que la performance, c'est-à-dire que le projet de transformation n'est pas important tant pour son livrable, pour que le chemin que chaque collaborateur et que l'entreprise va parcourir à le faire. J'ai vu typiquement que LCL vient de nommer un responsable de la transformation managériale. C'est la première fois que je vois ça. Transformation, il y en a plein, mais transformation managériale, j'avais jamais vu. Donc un focus particulier sur le management dans le cadre d'une transformation d'entreprise. Voilà, j'avais envie d'ajouter ça. Merci Sylvie, merci pour d'abord, avant de passer aux questions, parce que est venu le temps des questions, je crois qu'on a vraiment 4 intervenants que je souhaiterais vraiment féliciter pour la qualité et la pertinence des propos. Merci à vous, merci à Fabien. C'est le temps des questions. Par rapport à tout ce qui a été développé, tout ce qui a pu être dit, est-ce qu'on a des questions? Oui, oui, monsieur. Bonsoir. J'aimerais savoir si dans les évolutions du management, quelle est la place de l'intergénérationnel? Comment se passe l'intergénérationnel au niveau du management? Est-ce qu'il y a une évolution avec la nouvelle génération qui arrive et les anciens qui sont en train de partir? Julien? Eh bien, plutôt bien. Parce qu'on sait que dans les mois et années qui viennent, il faudra justement faire avec encore plus de population dite senior. Et je pense qu'on a pleinement conscience qu'il y a un partage de connaissances, d'expertise qui est absolument nécessaire. Et on a la sensation, en tout cas nous en tant que recruteurs, que beaucoup d'organisations ont bien conscience aujourd'hui de la nécessité d'un espèce d'équilibrage entre, bien évidemment, la nécessité de recruter des populations jeunes qui vont venir dynamiser et apporter énormément dans l'organisation, mais également continuer à œuvrer et travailler avec des personnes qui sont plus expérimentées, plus matures. Et la nécessité aussi de faire rencontrer et échanger ces populations pour justement construire les organisations de demain. Donc, on est plutôt, en tout cas, mon regard est plutôt très positif sur cet aspect. Fabien, pardon. Dernier mot, parce que je suis malheureusement obligé de partir, reprendre un train. Mais je voulais vous remercier pour ces échanges et peut-être vous livrer un ressenti. En fait, effectivement, vous pointez que être manager, c'est aussi répondre à de plus en plus d'exigences. Et j'ai envie de dire finalement tant mieux, puisque c'est aussi une belle opportunité pour s'engager dans cette voie-là. Donc je reste convaincu effectivement que de fait, pour répondre à ces exigences, il faut être accompagné. Il y a la technologie aujourd'hui, il y a l'ESG, il y a finalement des tas de problématiques. On a évoqué le VUCA sur l'activité économique dans son quotidien. Donc Johannes est bien placé aussi pour vivre ça. Et donc, je trouve que c'est un peu un message d'espoir de dire c'est plutôt très positif d'être capable de redonner un intérêt à ce parcours-là. Et par contre, pour terminer, je partage juste
encore une fois, l'œuvre d'Hartmut Rosa qui, pour moi, est très inspirante. Et je vous invite, parce que sur Internet, il y a beaucoup de vidéos sur les travaux d'Hartmut Rosa, donc le théoricien de l'accélération. Mais dans sa réflexion, en fait, il a évoqué que l'accélération donc, est un marqueur de notre temps, que c'est aussi une forme d'aliénation si on n'est pas capable, en fait, de maîtriser, on va dire, ce rapport au temps. Donc, ça vaut à la fois pour l'entreprise elle-même et chaque individu dans l'entreprise, mais aussi dans sa vie personnelle, puisque c'est aussi un peu la spécificité de l'œuvre d'Hartmut Rosa. Et en fait, il y a un des livres qu'il a écrit récemment qui s'appelle Résonance. Et en fait, il introduit ce qu'il appelle une sociologie de la relation au monde. Et il démarre aussi avec une situation que, fictivement, deux personnes vont vivre de manière différente. Une qui va subir en fait ce rapport au temps qui épuise, et puis une autre qui va finalement pouvoir être relativement heureuse finalement de vivre des situations nouvelles. Et donc, je pense que c'est un peu ce qu'on peut souhaiter en fait aux managers, aider des organisations d'essayer de construire un rapport au monde. On doit le faire en tant qu'entreprise parce que aujourd'hui, on devient une entreprise à mission et évidemment, la performance est importante, mais en même temps, il faut pouvoir se positionner sur à quoi on sert finalement. Et donc, c'est nécessaire aussi pour que les collaborateurs se sentent bien eux-mêmes, mais ça ne leur affranchit pas eux-mêmes de faire sens et de se poser cette question-là. Donc, en fait, cette notion de résonance, c'est quel rapport au monde on souhaite construire à titre personnel. Et c'est aussi une vraie ressource pour l'entreprise d'être capable de répondre à cette question-là. Donc, c'est très exigeant sur la maturité, sur son cheminement personnel aussi, à la fois professionnel et personnel. Et c'est donc une richesse pour l'entreprise. Donc, cette sociologie de la relation au monde, elle est pour moi importante. Donc, et la notion de résonance, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, peut-être pas forcément dans ce sens-là dans vos propos, mais pour moi, quelque chose d'important. Donc, quelle est la résonance personnelle qu'on a au monde pour ne plus subir, en fait, ces injonctions, mais pour en faire une force et d'accueillir avec un grand intérêt toutes les situations nouvelles qui vont peut-être être celles des managers. Et ce qui est quand même formidable dans cette posture de manager, c'est qu'on est en interaction avec des gens, donc avec l'humain, et donc il n'y a rien de plus riche. Donc, je trouve que si les entreprises sont capables de faire cet accompagnement au bon niveau, c'est vraiment, je pense, un joli message pour s'engager dans cette carrière-là et aussi faire croître l'entreprise. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu raccourci tout ça, mais en tout cas, je fais passer ce message-là. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et je suis encore désolé de devoir partir un peu comme un voleur. Merci à vous. Merci Fabien. Merci. Merci Fabien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques à partager? Oui, monsieur. Je remercie ce qui vient d'être dit parce que c'est vrai que pour moi, le management, c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Et ça a été très intéressant d'écouter tout ça. Par contre, ma question est de se dire, OK, on a tous conscience de ce qu'est un manager, quels sont les enjeux, mais quelle est la part d'acceptation des entreprises pour en avoir fait plusieurs sur des postes de management, parfois stratégiques, c'est pas ces profils-là qu'on va retrouver du tout. Ça va plutôt être le profil qui va aller plus dans la tendance ou dans la politique de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Cette question, c'est peut-être plus pour M. Barrois, où vous voyez peut-être pas mal d'entreprises dans vos échanges. Mais quelle est l'acceptation des entreprises en France et à l'étranger? Ou à l'étranger, on parle aussi de people management, plus que de management, qui est un terme vraiment global. Est-ce que ça évolue sur ce point-là ou pas du tout? Merci, monsieur, pour votre question. Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on accepterait de plus en plus dans les organisations des gens qui soient moins corporate et qui affirment plus leur position versus la stratégie et en opposition à? Alors, je n'ai pas cette sensation-là et encore une fois, on n'est pas dans les organisations pour lesquelles on recrute, hein, donc encore une fois, c'est assez difficile de répondre. Je pense par définition que c'est quand même beaucoup plus simple d'animer. On a vu que c'était quand même un vrai sujet et un enjeu, et donc de s'assurer qu'il y a une résonance, pour reprendre ce qu'on disait il y a quelques instants, entre une stratégie, une vision, une volonté de l'organisation, et ce qui peut être compris et entendu, et donc appliqué par l'ensemble du management. Donc, pour moi, il y a une volonté de la part des organisations d'accepter une singularité, d'être dans la participation, d'accepter les échanges, mais il y a quand même une volonté quand même de faire converger l'ensemble de l'ensemble du management vers un objectif commun, ce qui est souvent l'enjeu du management. On comprend que c'est encore pas gagné. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Vous voulez poser des questions à... Enfin, vous pourrez échanger tout à l'heure. Hein. On va... Oui, le défi est grand, on va y aller.
Oui, bonjour à tous. J'avais une question concernant la libération en entreprise. C'est un concept qui, à 10 ans, est apparu et a pris corps notamment dans une entreprise textile comme Kiabi, et je fais référence à Johannes, que je connais notamment par rapport à l'activité textile. Est-ce que ce mouvement de libération en entreprise n'a pas bouleversé un peu ce rôle de manager au XXIe siècle, n'a pas contribué à redéfinir ce rôle-là? Et ce qu'on voit aussi, c'est que la libération en entreprise, depuis ces 10 ans, a eu un effet amoindri aujourd'hui, ou en tout cas est un concept qui n'a pas pris son essor beaucoup plus largement dans les entreprises. Et la question subsidiaire, c'est de dire aussi, quid du manager selon la phase de développement de l'entreprise? Est-ce que le manager en phase de croissance, de développement normal de l'entreprise, par rapport à une phase de stress, une phase de crise économique, est-ce que le rôle du manager ou est-ce que le manager n'est pas la même personne entre cette phase de développement et cette phase de crise? Est-ce que c'est toujours le bon manager? Et Johannes, tu as eu l'expérience de Jules, ou enfin là actuellement de Jules, mais de Camaïeu ou d'autres d'entreprises en phase de redressement par rapport à des entreprises en phase de développement. Est-ce que ces fonctions de manager sont différentes? Pour prendre le rebond sur la première question de processus dont on parlait beaucoup il y a 10 ans et effectivement beaucoup moins aujourd'hui, on a tous essayé peut-être de l'approcher, je pense certains avec plus de proximité que d'autres, au moment où cet élan était lancé. Ça a certainement permis aux organisations de se poser des questions, aux organisations de prendre du recul, et notamment de prendre du recul sur l'autonomie et la responsabilité donnée et prise par les managers. Et j'ai l'impression que dans beaucoup d'organisations, ça a été, si ce n'est pas aller trop loin, bénéfique, parce que finalement, ça a plutôt permis aux équipes de prendre leur place, c'est permis aux managers d'assumer ce rôle d'autonomie et de responsabilité. Parfois, quand c'est aller loin, finalement, quand on écoute les équipes derrière ces périodes-là, elles disent quelle perte de temps, quelle incapacité de décision. Et on parlait de rapport au temps tout à l'heure, le temps de l'entreprise aujourd'hui, il est compté, et les équipes et les managers n'ont pas de temps à perdre, en fait, n'ont plus de temps à perdre. Donc peut-être que ce processus a trouvé sa limite dans son application la plus totale. Et puis, quand on écoute aussi les équipes, indépendamment du temps, vous savez que derrière l'entreprise libérée des organisations, il y avait on a beaucoup entendu parler d'advice process. Donc, on fait un tour de table, chacun donne son avis pour que, in fine, normalement, une décision soit prise. Une tendance se dégage. On fait un deuxième tour de table pour valider que tout le monde ait bien dit les choses. La tendance se corrige, puis on en fait un troisième tour de table pour être sûr que là, cette fois-ci, on décide. Et là, la tendance, elle est complètement inverse. Et donc, à la fin, c'est de l'inertie active parce que personne n'a pu décider. Alors, ce regard, il est peut-être très teinté et très personnel, mais en tout cas, rapport au temps et capacité à décider n'ont peut-être pas été toujours contemporaines de ce processus. Après, sur la deuxième question, entre le rôle, l'incarnation du manager entre différents moments de la vie des entreprises, développement, transformation, je pense que nos organisations, quelles qu'elles soient, elles vivent ces rythmes, peut-être plus exacerbés dans les pics ou dans les creux, mais de façon toujours plus accélérée. Et les entreprises aujourd'hui ne sont plus sur un long fleuve tranquille de développement. Et donc, ça engage certainement à plus d'agilité, plus de flexibilité, et à ne pas considérer que ce que l'on pose, ce que l'on partage ensemble est valable pour 2 ans, 3 ans. Il y a une vérité du moment. Et peut-être faut aussi avoir le courage parfois et la lucidité de se dire que la vérité du moment, 3 mois après ou 6 mois après, peut changer parce que le contexte change. Et plus on a cette honnêteté, peut-être plus on peut permettre aux managers d'incarner avec authenticité ces dessins qui sont un peu changeants et lui permettre de comprendre en fait
comment il peut emmener ses équipes dans la trajectoire d'une entreprise qui est de plus en plus incertaine. Moi, pour répondre à votre première partie de question au Crédit Agricole, on a une ESN donc qui est intégrée, Crédit Agricole Technologie Service, et en fait, on a donc 1600 collaborateurs. Donc la moitié donc prestataires qui sont des prestataires externes, donc le reste qui sont des collaborateurs. On a mis en place en fait voilà, ce principe en tout cas d'organisation agile. Et aujourd'hui, avec les résultats, donc on a des leaders, je vous ai dit, de chapitres qui sont plutôt des experts sur des technologies, et des leaders en fait donc, de tribus qui vont être plus plutôt des leaders managers, facilitateurs, coachs. Ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a une très bonne complémentarité, parce que ça a permis en fait de supprimer des échelons. Donc on a retiré 2 échelons au niveau hiérarchique, et donc ça a donné beaucoup plus en tout cas de responsabilité et le principe de cette relation client avec l'interne, avec beaucoup plus de souplesse. Donc aujourd'hui, on est très content. Là où c'est plus difficile, c'est qu'on est dans des modèles, après je parle de la partie plus bancaire, où là il reste encore voilà, un modèle qui assez pyramidal, hein, et donc la prise d'initiative, et c'est justement ce principe de subsidiarité qui est le collaborateur qui est en proximité avec le client. Voilà, on essaie aujourd'hui de faire en sorte qu'il ose. Mais il y en a certaines personnes qui nous disent non, moi je passe toujours par ma hiérarchie, ça me rassure. Voilà, donc il faut aussi du temps, et il faut aussi écouter toutes les peurs que chacun peut avoir. Donc, il n'y a pas de recette magique. À la question de savoir si ce sont les mêmes managers qui peuvent qui gèrent du développement et qui gèrent la crise, j'ai bien sûr pas la prétention d'avoir la réponse. J'ai quelques illustrations. Quand la pandémie du Covid-19 intervient en mars 2020, secteur de l'événementiel, dans un groupe qui avait 40 ans de croissance non-stop. 40 ans de croissance pratiquement tout le temps, de chiffres, un truc de malade. Mars 2020, Covid. Fermeture instantanément de l'ensemble, la totalité, l'intégralité des événements, et par étapes dans le monde entier. Ceux qui étaient les bons développeurs, ceux qui étaient les bons managers de leur business unit, c'est une organisation par société, donc les managers puissants, bien ancrés dans leur boutique, sont ceux qui ont réussi le mieux à gérer la crise. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Ce sur quoi je pense qu'on doit probablement être vigilant, par contre, c'est que quand on a des managers qui ont fait ce grand écart entre la gestion de la croissance, qui est un exercice, puis la gestion de la crise, qui est un autre exercice qui fait appel à d'autres mécanismes, d'autres soft skills, voilà. Avant de le repousser au moment de la reprise dans la croissance, je pense que là, il y a des vraies précautions à prendre. C'est l'espace de respiration dont vous parliez tout à l'heure. Et là, je pense qu'en sortie de crise, pour qu'un manager redevienne un excellent manager de développement, il faut vraiment lui laisser un espace de respiration. Merci pour ces réponses précises et variées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, peut-être Audrey, je vais te passer le micro. Et je vais vous demander vraiment de remercier nos 4 intervenants qui ont eu un tel talent. Merci. Audrey. Merci Laurent. Merci pour ces échanges très, très riches, complémentaires, constructifs. Et puis, je propose qu'on descende dans le hall d'accueil pour poursuivre les échanges de manière informelle, pour continuer à débattre de ce sujet. Merci à tous de votre participation. Et puis, on se retrouve de suite en bas.